win, the yes needs the no to win. Again the no. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique version 2014. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et ce soir, je reçois Pierre Le Guérinel, candidat UDI à la mairie de Maurepas. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Le Guérinel, vous êtes né à Lyon le 26 octobre 1955, vous avez donc 58 ans. À Lyon, vous y restez jusqu'au bac, puis vous montez à Paris pour vos études supérieures. Vous êtes notamment diplômé de l'Institut politique de Paris en 1977. Père de 3 enfants, vous êtes contrôleur général pour le ministère des Finances et maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier et à l'École nationale de la magistrature à Paris. La politique, vous êtes tombé dedans en 1989 en devenant maire adjoint à la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Non. Où vous avez... Non, c'est pas ça ? Non, c'est Montigny. Jusque-là, tout était à bon. Montigny-le-Bretonneux, excusez-moi. Où vous avez occupé plusieurs postes jusqu'en 2008, le développement économique, les finances ou encore la culture. Et finalement, en 2008, vous vous présentez à la mairie de Maurepas. D'ailleurs, pourquoi avoir quitté la mairie de Montigny pour celle de Maurepas ? Parce que dans la vie, on subit parfois les troubles qu'on voit d'abord chez les autres. Et il se trouve que, je vais vous le dire très directement, c'est l'époque où j'ai divorcé. Et que, compte tenu des circonstances, je me voyais mal rester dans la commune où j'avais longtemps vécu dans un autre cadre. Donc j'ai choisi un lieu qui n'était pas trop loin pour garder des liens évidemment très forts avec mes enfants. Et d'ailleurs, pas seulement, aussi des amis. Mais voilà, la prise de distance était devenue nécessaire. Alors à Maurepas en 2008 aux élections municipales avec l'investiture Modem, vous êtes éliminé au premier tour avec un peu plus de 18% des voix. Et au second tour, vous vous alliez avec le maire d'Hiver Gauche sortant, Georges Mougeot, qui fera de vous, après son élection, son premier adjoint. Avec vous, Pierre Le Guérinel, nous parlerons de votre parti politique, l'UDI, dont vous êtes un membre fondateur. On y reviendra. Et puis il sera aussi question des élections municipales à Maurepas. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Et on commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Pierre Le Guérinel, apprendre à mieux vous connaître, mais également tester votre culture générale et vos connaissances de l'actualité. Est-ce que vous êtes prêts ? Quand vous le voudrez, ça me rappelle le questionnaire de Proust. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2014 ? Rester aussi chaleureux qu'a priori on me dit que je suis, rester extrêmement serein et d'autant plus serein que la situation va être très difficile, donc il va falloir prendre le sens de la mesure et de la distance. Quelle femme le magazine Elle a-t-il choisi comme femme de l'année 2013 pour son courage politique ? Je ne sais pas, mais vous voulez que je vous cite une femme que j'aurais bien vu choisir, même si aujourd'hui c'est un peu tard pour elle, Joséphine Baker. Eh bien non, c'était pas elle, oui, parce que vous l'avez dit, c'est trop tard, mais c'est Christiane Taubira. Et pour vous, entre Leonarda, Léa Seydoux, Zlatan Ibrahimovic, Nabila et Jérôme Cahuzac, quelle est la personnalité qui a marqué le plus l'année 2013 en France, selon vous ? Aucune de ces 4. Aucune ? Vous en avez une idée peut-être ? Une idée personnelle ? Oui. Je vous écoute. Le pape François. Pour faire des économies, 61% des Français ne seraient pas contre la fermeture de services publics et 54% sont favorables au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Faut-il revoir, selon vous, le statut des fonctionnaires ? Le statut, c'est bien possible parce qu'il commence à dater, mais ce qui est surtout à reprendre sereinement, c'est un débat sur qu'est-ce qu'on appelle un service public et qui doit assumer les missions de service public. La pénalisation des clients des prostituées, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Non, je pense que ça ne règle rien. Ça conduira à ce que la Suède a fait sur lequel elle revient, c'est-à-dire à rendre la vie de ces femmes encore plus difficile. Pratiquez-vous du sport ? Et si oui, lequel ? Est-ce que la musique est un sport ? Bon, on peut le prendre comme on le veut, bon, oui. Alors, Allez, oui, je pratique assidûment ce sport. Et quel instrument ? Mes pieds, je danse. Ah d'accord, très bien. En France, la population carcérale ne cesse d'augmenter avec près de 69 000 prisonniers. En Suède, au contraire, avec moins de 5 000 prisonniers, le pays a fermé des prisons faute de détenus. Un exemple que suit les Pays-Bas. Est-ce que ça vous fait rêver Non, parce que vos chiffres sont exacts mais partiels. Est-ce que vous savez que la Suède est un pays les plus criminogènes d'Europe ? Non, je ne le savais pas.
Parmi les 3 artistes que je vais vous citer, lequel est né dans les Yvelines? Lafouine, Booba ou Orelsan? La Fouine. Lafouine, exactement, né à Trappes le 25 décembre 1981. Pour passer une bonne soirée, vous me conseillez d'inviter qui? Jean-Louis Borloo, Hervé Morin ou François Bayrou? Ah, parmi les 3, je connais un peu les 3, donc il y en a 2 qui vont être fâchés. Vous m'ouvrez des histoires. Jean-Louis Borloo. Très bien. Bloquer les routes, tout le monde le fait. Les routiers, les bonnets rouges, les centres équestres, les agriculteurs. Est-ce un mode de contestation efficace d'après vous? Efficace, oui. D'ailleurs, c'est un mode parfaitement démocratique. Vous avez fait vos études secondaires chez les Jésuites à Lyon. Vous êtes catholique, vous l'indiquez sur votre page Facebook. Vous êtes plutôt pro ou anti-mariage pour tous? Je me suis longtemps posé la question. J'ai fini par accepter l'idée que c'était une évolution sociale à la fois inévitable et parfois même souhaitable. J'ai lu que vous étiez gourmand et gourmet et même que vous n'étiez pas mauvais devant les fourneaux. Quelle est votre spécialité culinaire? Les aumônières de Saint-Jacques en crème de safran. Ah oui, c'est précis. Hein. Un projet de prémajorité pour les 16-18 ans est actuellement en préparation. Accorder le droit de vote aux jeunes de 16 ans pour les élections locales, notamment, c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est de la démagogie. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, la formation politique du centre droit, l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, parti créé en septembre 2012 par Jean-Louis Borloo et dont vous êtes Pierre Le Guérinel, l'un des fondateurs. L'UDI, c'est 30 députés et 31 sénateurs. Pourquoi ce parti a-t-il été créé? Tout simplement parce que le centrisme en France a une longue histoire et sur les 40 dernières années, c'est une histoire de déchirement permanent. Ce qui fait que tout ça était devenu illisible. Et il y avait 2 options, soit accepter l'idée d'une quasi-disparition en termes de représentation, quand on fait de la politique c'est un peu douloureux à imaginer, ou alors trouver les voies d'une nouvelle forme de rassemblement. Le centrisme n'a jamais été une famille très unie en réalité. L'histoire montre que ce sont des groupes qui trouvent à un moment donné des modalités de conjonction. Donc c'est ce qui est en train de se passer, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut dire grossièrement que l'UDI est l'un des descendants, comme le MoDem, de l'UDF, l'ancien parti centriste? Oui. Quelles sont les idées aujourd'hui fondatrices de l'UDI? Alors je pense que ce qui est le centre en France, ça a une vertu, c'est un parti décentralisateur, c'est un mouvement décentralisateur. Je pense que la France est recentralisée, c'est une erreur. C'est un mouvement décentralisateur, c'est un mouvement qui est tourné vers l'axe social. Et d'une certaine façon, c'est ce qui explique pourquoi on trouvait beaucoup de gens de cette mouvance dans ce qu'on a appelé à une époque le gaullisme social. Combien d'adhérents aujourd'hui dans l'UDI? Est-ce que vous savez à peu près? Écoutez, d'adhérents réellement à jour de cotisation, sans doute aux alentours de 50 000, alors, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, à titre de comparaison, l'UMP et le PS compteraient plus de 200 000 adhérents. Oui, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle des partis de masse. Donc c'est logique. Et d'ailleurs, leur score, au regard d'une histoire récente, ne cesse de s'affaiblir. Dans l'opinion publique, l'UDI jouit d'une image plutôt positive. Ouais. Est-ce que finalement, c'est parce que ce parti est discret et presque inconnu des gens? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? C'est ça l'idée. Et de mise en avant du parti. Je serais plus optimiste que vous. Il y a sans doute beaucoup à faire en matière de communication et de développement par la communication. Mais je pense que ça parle à des gens comme un bon moyen terme, pas un compromis, mais un bon moyen terme, entre une droite qui se veut tellement dure qu'on ne sait plus où s'arrête sa dureté, et une gauche qui me désespère. Quel est l'allié numéro 1 de l'UDI? Est-ce que c'est le MoDem, le parti de François Bayrou, ou l'UMP, le parti de Jean-François Copé? Non, on ne peut pas parler d'allié s'agissant du MoDem. Le MoDem est dans une voie de réunification avec l'UDI. Alors Jean-Louis Borloo a annoncé clairement que l'allié préférentiel, c'était l'UMP. Puisque l'on parle justement de François Bayrou, je suis obligé d'évoquer forcément l'alliance formée il y a quelques semaines entre le MoDem et l'UDI dans l'optique des élections à venir. Ce rapprochement entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo, c'est une bonne chose pour vous? Pour moi, à titre personnel, j'en sais rien, mais pour moi, en tant que personne intéressée par la vie politique, oui, c'est une très bonne chose. Et pourquoi? D'abord parce qu'il vaut mieux se réunir que se désunir. Deuxièmement, ça permet de revenir à des fondamentaux. Moi, j'ai quitté François Bayrou et le MoDem le jour où il a appelé à voter François Hollande. Est-ce que l'idée principale de ce mariage, finalement, c'est de peser plus? Et donc l'idée, est-ce que c'est vous pesez pas assez tout seul? Vous connaissez un parti qui pense qu'il ne faut pas peser plus? Non, c'est vrai, mais il y a des partis qui n'ont pas forcément besoin de s'allier ou qui ont moins besoin d'alliance que l'UDI et le MoDem. Il y a des partis souvent extrémistes,
à gauche principalement, mais pas seulement, dont en réalité l'enjeu n'est pas d'exercer un jour la responsabilité du pouvoir. Donc ils peuvent se permettre d'être dans un tout petit nombre et ne pas chercher à grossir. Une formation qui souhaite la responsabilité de l'exercice du pouvoir pour le bien commun, elle est obligée de trouver les moyens d'une union. Alors ensemble, François Bayrou et Jean-Louis Borloo ont formé une entente, l'alternative. Quels sont les objectifs de cette alternative? Est-ce que c'est les municipales, les européennes, ou comme vous le dites, c'est le pouvoir, donc c'est-à-dire les présidentielles 2017? Ah non, j'ai pas dit ça. Les responsabilités. C'est la volonté d'exercer les responsabilités. Il faut être cohérent. Hein. Si vous faites une union pour exercer des responsabilités, autant commencer par la première échéance. Donc les municipales. C'est-à-dire les municipales. Bon, maintenant, j'ai cru constater qu'il y avait parfois des tiraillements. Est-elle amenée à durer après les échéances électorales de cette année? Est-ce que c'est du long terme, du moyen terme? On peut imaginer un parti commun On peut imaginer. Mais d'ailleurs, vous évoquiez l'UDF tout à l'heure, en termes de structure, c'était pas bête. C'est une fédération de mouvements. C'est-à-dire, il n'y avait pas une espèce de centralisme monopolisateur. C'est une fédération, donc chacun y trouvait son compte. Je pense que c'est la bonne option. En tout cas, l'un des objectifs annoncés sur la charte fondatrice de cette entente est le renouvellement de la vie politique française. Alors moi j'ai une question simple, est-ce que le renouvellement de la vie politique française, c'est avec François Bayrou et Jean-Louis Borloo? Est-ce que c'est pas avec des têtes un peu plus jeunes qui changeraient finalement? Il ne faut pas céder à ce qu'on appelle le jeunisme. C'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils sont forcément meilleurs. D'abord, il faut apprendre. Et c'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils sont Absolument. forcément bons. Non, mais je vais pas être très grossier, mais il y a autant de vieux quelque chose que de jeunes quelque chose. D'accord. Bon. La vraie question est quels sont ceux qui ont des idées? Voilà. Et j'ai cru comprendre que Jean-Louis Borloo et François Bayrou étaient encore capables d'avoir des idées. Il n'y a pas une guerre des égos, il n'y a pas un problème d'égo entre les deux. Qui est finalement le leader de ce mouvement? Chacun est le leader dans son propre camp, et de l'alternative manière, dans sa propre famille. Mais cette question, elle se posera inévitablement. Si cette alliance dure, ce que je souhaite évidemment, elle se posera. Elle se posera peut-être au moment de 2017, on n'y est pas. Et pour vous, c'est quoi votre souhait? C'est que le leader devienne Jean-Louis Borloo ou François Bayrou? Non, le leader c'est celui qui apparaîtra légitimement le mieux placé avec les meilleures idées à un moment donné. Aujourd'hui, c'est impossible à dire. Autre élément que l'on peut retrouver sur cette charte, c'est l'impossibilité, vous en avez parlé, de s'allier avec l'EPS. C'est un petit peu paradoxal, puisque finalement François Bayrou a appelé à voter François Hollande au second tour de l'élection présidentielle. Ce que je regrette, c'est qu'il ait fait plus tard qu'un certain nombre, dont moi, le constat qu'il était impossible de fonctionner dans ce cadre-là. Du coup, on lui pardonne son erreur d'il y a 1 an et demi. C'est ça l'idée? Enfin, son erreur, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est les opposants au Parti Socialiste. Vous rappeliez que j'ai été élevé chez les Jésuites. J'en suis sorti très heureux. Avec cette formule que je garde précieusement. L'erreur est humaine, c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Et en tout cas, il faut toujours pardonner. Pas oublier, mais pardonner. Même pour les municipales, le bonhomme s'allie dans certaines villes avec le PS, c'est le cas notamment à Dijon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les candidats qui s'allient avec le PS? On les exclut? Ça, c'est l'affaire du modem, mais j'avoue que vu que ça devient de plus en plus un allié de l'UDI, forcément, ça devient aussi votre problème quelque part. La logique, c'est une logique d'alliance. Bon, j'ai vu à Paris, par exemple, que ce qui avait failli être problématique devenait un accord entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Marielle de Sarnez, par exemple. Bon. Il y a des cas où c'est pas le cas. Alors moi, j'avoue que là, je comprends plus grand-chose. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même redevenir cohérent. 52% des Français s'estiment prêts à voter pour un nouveau parti politique aux municipales et aux européennes en 2014. L'UDI a ses chances, vous pensez? Oui, je pense que entre la droite traditionnelle qui est un petit peu en difficulté et la gauche qui est restée trop traditionnelle et qui est en grande difficulté, oui, il y a un espace politique évident. Est-ce qu'il y a des objectifs déjà chiffrés pour un nombre de villes, de grandes villes ou pas du tout? Que je suis dans ce calcul-là, il faut demander à Jean-Louis Borloo. Hein. Vous n'en savez rien là-dessus? Non. Vous l'avez dit, l'objectif numéro 1 de l'alternance Modem-UDI, c'est les européennes. Enfin, c'est l'un des objectifs, c'est les européennes. Oui, ça c'est le deuxième. En plus des municipales. Vous espérez là aussi combien de députés au Parlement européen? Moi, je pense qu'il y a la capacité à sortir un groupe aux alentours de 13, 14, 15. Aujourd'hui, l'UDI a 6 députés et le Modem 5. Oui, on peut augmenter un peu. Un peu. Le FN, est-ce que le danger finalement pour ces européennes-là, c'est le FN qui est bien placé dans les sondages pour remporter l'élection? Ça vous inquiète ou alors pour vous c'est finalement une fatalité? C'est ainsi. Non, alors d'abord en politique, il n'y a jamais de fatalité. Les choses ne sont pas écrites dans un grand livre quelque part par avance. Hein.
Maintenant, est-ce que le FN est inquiétant? Sur la partie européenne, oui, parce que ce serait un peu incohérent d'aller choisir un mouvement dont un des principaux thèmes de campagne est de taper contre l'Europe. Donc l'axe de campagne de l'UDI pour les européennes, ça va être contre le FN? Non. Ou alors on ne se soucie pas du FN, non, on fait je notre... crois qu'il faut tracer sa route et dire il y a une Europe à reconstruire. Je pense qu'il faut en partie la reconstruire, ça oui. Puis il faut la rendre plus lisible. Maintenant, je suis un peu effaré de voir que l'Europe, ça sert de bouc émissaire en permanence. Y compris pour les gouvernements nationaux, dont le nôtre. Hein. Quand les choses vont bien, c'est grâce au gouvernement local. Quand les choses ne vont pas bien, c'est grâce à l'Europe. Il va falloir arrêter. Vous êtes un Européen convaincu? Ah oui, mais attendez. Vous savez que vous êtes la deuxième et moi la première génération de notre histoire à n'avoir pas connu une guerre. Grâce à l'Europe, vous dites? Ah ben très largement, mais bien sûr. Moi, vous voyez, on parlait tout à l'heure de pardon, de réconciliation. J'étais mais vraiment tout gamin. Hein. C'est après que je l'ai bien perçu cette photo. C'est la poignée de main entre De Gaulle et Konrad Adenauer. Cette photo, elle a changé le destin de l'Europe. Mais est-ce que finalement l'Europe en 2013, c'est ça? Est-ce que ça sert à éviter les guerres? Non, ça sert maintenant à faire autre chose. Et c'est là, quand on regarde, le problème, finalement. Quand on regarde l'Europe de l'extérieur, on nous considère collectivement comme une grande puissance. Il n'y a que nous qui n'en sommes pas convaincus. Et nous n'arrivons pas à nous en convaincre. C'est quand même ça qui est extraordinaire. Il y a nous, il y a aussi tous les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, tous les pays en crise finalement. Oui, et alors vous connaissez des régions du monde où il n'y a pas tel ou tel moment de crise? L'Europe, ça reste une démographie extrêmement importante. C'est un des lieux de plus grande production de richesse au monde. C'est le système politique qui est le plus démocratique. Cessons de battre notre coulpe. Et c'est le système social qui est le plus garanti contre les aléas de la vie. Vous êtes capable de me citer un lieu du monde où tout ça est réuni à même hauteur? Alors là, tout de suite, non, je n'y ai pas réfléchi. Mais donc, vous êtes convaincu de ça? Est-ce que aussi l'UDI est convaincu de cela? Ah oui, ça j'en suis. Alors je suis convaincu que l'UDI en est bien convaincu. C'est l'heure un petit peu de se détendre maintenant avec une pause musicale. L'hebdo-politique. Deuxième et dernier thème de cette hebdo politique, les municipales dans la ville de Maurepas. Alors pour succéder au maire d'hiver gauche Georges Mougeot, vous n'êtes pas seul, loin de là. En tout, 7 candidatures déjà déclarées. Jean Sindou-Faury avec la liste Maurepas Équilibre, Naji Debache, candidat de Debout la République, Ismaïla Vann du Parti Socialiste, Michel Chapa soutenu par le maire sortant d'hiver gauche, Michel Hay sans étiquette, Grégory Garestier candidat UMP et enfin vous, le candidat UDI. Alors, quelque chose m'intrigue à propos de vous. Il y a quelques semaines, vous étiez membre de la majorité municipale socialiste, de gauche, en tout cas, d'hiver gauche. Non, d'hiver gauche et centre. D'hiver gauche. Est-ce que ça veut dire finalement que vous êtes un candidat de centre-droite aux idées de gauche ou de centre? C'est hélas bien plus simple que ça. Bien plus simple, c'est pas plus compliqué, non. pour une fois. C'est qu'en 2008, lorsque je me suis présenté, j'avais l'investiture de l'UMP. Et il se trouve qu'une partie de l'UMP a quand même fait en sorte qu'il y ait une autre candidature qui était celle de Nicole Malaquin. Nous nous sommes fracassés l'un contre l'autre. Et au fond, le choix qui nous restait à l'un et l'autre une soir du premier tour, c'était paradoxalement de continuer à nous fracasser en prenant des chemins différents. On a corrigé tous les deux cette erreur. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il faut aussi reconnaître ses propres erreurs et quand on le peut les corriger. Je ne regrette pas le mandat que j'ai fait parce que je pense, beaucoup me l'ont dit dans Maurepas, qu'on a recentré la politique locale. Heureusement. Mais qui était trop à gauche, du coup. Qui était clairement une politique d'hiver gauche, de centre-gauche, voire plus avant, qui s'est recentrée. Il y a des gens qui trouvent que tout ce qui a été fait avant est mauvais. Dire, ça me rappelle la bonne formule, hein. Ce qui est excessif est insignifiant. Il y a des choses dans la ville qui ont été faites, bien faites. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qu'il faut faire. Bon. Donc maintenant, chacun repart au fond sous ses couleurs légitimes. Moi, j'ai trouvé le moyen de l'accord avec Nicole Malaquin. Je pense que ça devrait être assez exemplaire. Les deux qui se sont combattus ont finalement mis leur ego dans leur poche et ont dit, pour la ville, il y a quelque chose de mieux à faire. Elle sera votre colistière, c'est ça? Oui, Nicole Malaquin est ma colistière. Je l'ai dit, du coup, il y a 7 candidatures pour une ville de moins de 20 000 habitants, sans compter les candidats qui vont peut-être se déclarer à l'approche des élections en mars. Ça fait quand même beaucoup. Comment vous l'expliquez, ça? Est-ce que Maurepas est une ville que tout le monde... Non, d'abord, il y a une formule qu'on devait à De Gaulle, vous vous souvenez, hein, après moi... Enfin, moi, je me souviens pas. Mais... Non, mais vous pouvez l'avoir entendu, hein, en disant, après moi, ce sera le trop-plein. Je pense qu'il y a des égos qui se manifestent, il y a des ambitions légitimes, mais des ambitions au bon sens du terme. Bon, après que chacun ait envie d'expliquer qu'il a un projet, etc., je me permets juste de vous corriger sur un point. Il y a des gens qui déclarent être candidats. Encore faut-il qu'on soit sûr qu'ils aillent jusqu'au terme. Et pour l'instant, en tout cas, je n'ai entendu le maire sortant ne soutenir officiellement personne.
En tout cas, le dépôt des listes, c'est le 6 mars, donc on a jusqu'au Oui, c'est le 6 6 mars. mars. Non, mais pour parce que former comme vous une liste disiez, électorale. le maire soutient. Non, je suis désolé, moi, j'ai pas entendu ça. Beaucoup d'adjoints parmi ces candidats briguent le fauteuil de maire. C'est votre cas, Pierre Le Guérinel, vous étiez jusqu'à la première adjoint, on l'a dit. Michel Chapa, adjoint aux finances. Michel Hay, adjoint au sport. Vous étiez tous dans la même équipe municipale et aujourd'hui, vous avez tous une vision différente pour votre ville, c'est ça ? Mais avoir contribué ensemble à faire des choses ne veut pas dire qu'on s'est toujours entendu sur tout. Il y a eu des mouvements d'humeur, il y a eu des séances de bureau municipal, ça se voit pas, ça c'est pas public, où chacun manifestait clairement quelle était sa priorité ou ses priorités. Oui, il y a des moments d'affrontement, c'est clair. Donc ce qui peut se faire dans un cadre donné pendant une certaine période fait qu'à un autre moment, chacun repart sous ses couleurs, c'est assez légitime. Cela veut-il dire aussi qu'il n'y avait pas forcément une grosse union, une grosse solidarité dans l'équipe municipale précédente ? Attendez, c'est un secret de polichinelle. Georges Mougeot, le soir du premier tour, s'il n'avait pas trouvé une alliance, son équipe était battue. Donc il avait impérativement besoin de ça. Bon, chacun avait ses besoins du moment. On a trouvé ce qui d'ailleurs en politique est plutôt la règle, c'est un compromis momentané. Georges Mougeot n'a jamais été dans l'illusion sur ce qui se passerait un jour. D'ailleurs, quand j'ai fait ma déclaration en disant que pour pouvoir mener une campagne libre et loyale, je préférais sortir de la majorité, je me souviens très bien de ses propos. Il a dit que, un, ça ne le surprenait pas, que tout ça était parfaitement logique, et deux, qu'il avait beaucoup d'estime pour moi. J'ai dit que la réciproque était vraie. Alors, les mésententes semblent plus prononcées à droite, et notamment entre vous et le candidat UMP, Grégory Garestier. Non. Vous convoitiez tous les deux l'investiture UMP, je ne me trompe pas. Attendez, moi je n'ai pas de mésentente avec quiconque. Je trace ma route, le reste m'importe peu. Est-ce que vous convoitiez la même investiture, celle UMP ? Non, ce que je souhaitais, c'était qu'on évite deux fois de faire la même erreur. Et ce qui est tout à fait intéressant à observer, c'est que dans le monde départemental de l'UMP, quasiment tous ceux qui ont une responsabilité que j'ai rencontrés m'ont dit, ils l'ont même dit parfois quasi publiquement, que le tandem Nicole Malaquin et moi, c'était la bonne option. Il se trouve que pour des raisons qui sont beaucoup plus locales, il y a une ou deux personnes qui manifestement ont un peu d'influence, qui ont souhaité qu'il en aille autrement. J'ai fini par me demander s'ils ne souhaitent pas que nous perdions tous. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Grégory Garestier. Il parle de son programme et de ses ambitions pour Maurepas. Je suis né à Maurepas, donc voilà, j'ai toujours vécu à Maurepas, j'ai grandi à Maurepas et j'y vis toujours dans le centre-ville. Et donc ce qui m'anime, c'est surtout d'améliorer le quotidien des Maurepasiens, parce que au fil des années, j'ai vu aussi ma vie se dégrader dans un sens. Et donc j'ai vraiment envie de donner une nouvelle impulsion et de proposer l'alternance aux Maurepasiens qui connaissent la même équipe depuis maintenant plus de 25 ans. J'ai plusieurs axes. C'est déjà, premièrement, de protéger Maurepas du bétonnage et plus précisément d'empêcher le bétonnage du village de Maurepas, de privilégier vraiment l'identité ville à la campagne de Maurepas. Le deuxième axe, c'est de mieux gérer la collectivité. En ce moment, on a des dépenses de confort, je les appelle, qui sont engagées par la majorité de gauche actuelle, comme la rénovation du RD13 pour 1 700 000 euros en enveloppe globale. On a également des jardins familiaux à 500 000 euros, donc je pense que ces dépenses ne sont pas prioritaires en période de crise économique et qu'il faut se recentrer sur l'essentiel du quotidien des Maurepasiens, c'est-à-dire de rénover nos écoles, de mettre le paquet sur la sécurité parce qu'on a des problèmes et de mettre le paquet sur la voirie parce qu'on a énormément de routes qui sont abandonnées dans certains quartiers. Et donc je pense qu'il est utile plutôt de mettre l'argent public vers le quotidien de nos habitants. C'est indispensable. Et puis, troisièmement, c'est surtout aussi de développer l'emploi local parce qu'on a nos cœurs de quartier qui sont abandonnés également depuis des années. On a des commerces qui ferment de plus en plus au centre-ville. Et donc, il n'y a aucune politique de développement de l'emploi local initiée par la majorité actuelle. Et donc là aussi, il y a un gros travail. Alors, on l'a entendu, les axes de campagne de Grégory Garestier, c'est la lutte contre le bétonnage, une nouvelle orientation des finances, le renforcement de la sécurité notamment, et le développement de l'emploi local. Est-ce que votre programme sera loin de celui-ci aussi ? Est-ce que vos axes de campagne seront éloignés ? D'abord, être né quelque part n'est pas un critère de compétence. Deuxième chose, on peut avoir d'excellentes idées. C'est mieux quand on a une expérience pour les accompagner et les soutenir. Troisièmement, il faut ramener les choses à leur juste réalité. Je vais prendre un exemple. Si j'avais été le maire de Maurepas, j'aurais effectivement sans doute différé le réaménagement du RD13.
Mais maintenant, je rappelle que c'est une voie départementale et que ça a été fait en collaboration notamment financière, donc ça ne coûte pas 1 700 000 € à Maurepas, avec le président du conseil général, qui, si ma mémoire ne me trompe pas, est UMP. Donc il y a là matière à réviser un peu les jugements. Éviter le bétonnage, c'est une évidence. Encore faut-il savoir qu'il n'a jamais été question de bétonner. Ça, je m'y serais largement opposé. D'ailleurs, je me suis opposé sur le logement social très fermement à la majorité de la majorité. C'était un débat extrêmement vif entre nous. J'avais même dit au maire que si les seuils qui étaient proposés par certains de ces colistiers étaient maintenus, je quitterais la majorité à l'instant. C'était quel seuil ? Certains allaient jusqu'à dire qu'il fallait imaginer 50% de logements sociaux dans les nouveaux programmes. J'avais clairement dit, vous allez ficher en l'air l'équilibre de vie des quartiers, c'est absolument inacceptable, faites ça, je m'en vais. Bon, donc on en est revenu à des choses beaucoup plus raisonnables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant. Mais d'une façon générale, je ne suis pas sûr que les gens aiment entendre qu'on critique la ville dans laquelle ils vivent. Il faut prendre la juste mesure des questions, et Dieu sait s'il y en a. Et puis il faut cesser de croire que l'État ou les collectivités peuvent tout faire en France. Il faut donner un cadre qui permet à l'entreprise de créer de l'emploi. Je ne vois pas en quoi une collectivité crée de l'emploi. Ou alors elle crée de l'emploi public. Et paradoxalement, je ne suis pas favorable à ça. Dans le dernier bulletin municipal, vous avez publié une tribune où vous pointiez du doigt les problèmes de sécurité. Concrètement, il se passe quoi à Maurepas ? Pour ceux qui n'y vivent pas ou pour ceux qui ne connaissent pas ces problèmes-là ? Il faut prendre les choses avec réalisme et sans en faire des tonnes parce que sinon on se transforme en Front National. Il vaut mieux éviter ça. La vision traditionnelle de la gauche, c'est de dire il n'y a pas de problème. Alors c'est faux. Il y a évidemment des problèmes. Après, est-ce que les problèmes de Maurepas sont les mêmes que ceux de Trappes ? Certainement pas. C'est de la petite délinquance. Alors, il y a eu quelques cas de délinquance forte vis-à-vis des commerces notamment. Donc là, il y a manifestement des choses à faire. Et puis, hélas, il y a la petite délinquance qui empoisonne la vie quotidienne. Ça va de l'incivilité jusqu'au vol dans l'habitat. Donc oui, il y a des choses à faire. Et là-dessus, j'ai quelques idées. Et ces choses-là n'ont pas été faites, du coup, dans l'ancien mandat ? Non, elles n'ont pas été... Oui, elles n'ont pas été suffisamment prises en compte parce qu'une majorité de la majorité, clairement, avait une option dont je pense qu'elle est typiquement le discours de la gauche traditionnelle. C'est-à-dire, on fait comme s'il n'y avait rien à voir. Non, c'est pas vrai, il y a des choses à voir. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse en disant c'est une ville de l'insécurité. C'est absurde, on vit plutôt tranquillement dans Maurepas. Et qu'est-ce que vous espérez, vous, si vous devenez maire ? C'est plus de vidéosurveillance, par exemple ? Attendez, la vidéosurveillance, ça sert à déplacer un problème. On écarte les choses dans certains lieux, donc c'est indispensable. Il y en a qui ont été mis en place d'ailleurs. Non, je pense que la ville ne peut pas indéfiniment compter sur le commissariat de Théancourt parce qu'il est en sous-effectif permanent. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une petite police municipale mais solide, donc 2 personnes, c'est pas suffisant. Il faut construire ça dans le temps d'un mandat et il faut trouver des modes de partenariat avec des structures dont la mission est de contribuer à la sécurité publique. Alors à Maurepas, un autre problème, c'est la fermeture de certains commerces, comme ça, c'est vrai. Comme Franprix a fermé notamment dans le quartier des Friches, un quartier assez sensible. Ces fermetures, comment on fait pour lutter contre ? On retient de force les commerçants ? Ça, c'est typiquement des paradoxes français. On regrette la disparition des petits commerces, mais beaucoup vont faire leurs courses au centre commercial qui est important, qui est à côté. Donc, ils contribuent à le tuer. Vous, typiquement, vous allez où faire vos courses ? Moi, je vais dans les deux. Voilà, vous faites je jouer vais dans les deux. Non, c'est pas que je fais jouer la concurrence. Non, c'est qu'il y a des choses que je trouve dans un lieu que je trouve pas dans d'autres. Bon, donc c'est comme ça. Je préfère aller acheter mon pain à la boucherie de centre-ville qu'aller l'acheter dans une grande surface bien connue. Les deux peuvent être complémentaires, c'est ça l'idée. Oui, mais il faut contribuer à rendre les commerces visibles peut-être, plus attrayants. Ça veut dire qu'il faut reprendre l'urbanisme d'une partie du centre-ville, de façon à les rendre plus attractifs. Enfin, dernier sujet d'actualité pour la ville de Maurepas, c'est sa récente intégration à la communauté de communes des Étangs. Vous étiez, vous, comme certains candidats, plutôt favorables au rapprochement avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ? C'est pas certain. J'ai proposé un vote un soir de conseil municipal, on a eu l'unanimité pour rejoindre Saint-Quentin. Notamment Michel Chapa et Jean Saint-Euphorie. Mais tout le monde était favorable. Tout le monde était favorable à ça. Et pourquoi le rapprochement plutôt vers Saint-Quentin, qui n'a pas été effectif ? Vous prenez une carte de géographie et vous faites un peu d'histoire, vous vous rendez compte que Maurepas a été dans Saint-Quentin. On est sorti, ce qui à mon avis est une erreur. C'était la même erreur que Bois d'Arcy. En quelle année On était au tout début de ce qui s'appelait à l'époque le SAN, le syndicat d'agglomération nouvelle. Bon. 2, vous prenez le bassin d'emploi, c'est le même. Vous prenez les modes de transport, ils sont les mêmes problématiques pour les uns et les autres. Vous prenez les équipements. Vous avez des gens d'Elancourt et des gens de Maurepas qui ne savent pas dans quelle commune ils sont parce qu'ils sont tellement frontaliers. La piscine de Maurepas est utilisée par plein de gens qui ne sont pas de Maurepas. Les médiathèques de Maurepas, c'est pareil. Le conservatoire de Maurepas, c'est la même chose. Les lycées de Maurepas, c'est pareil. Et on nous balance d'autorité
dans une structure qui est tournée de l'autre côté et avec laquelle, objectivement, il va falloir faire des choses. Mais évidemment, je le maintiens, ce fut un mauvais choix. Et du coup, si vous êtes élu, est-ce que vous allez tout faire pour changer ce Je choix-là ? considère qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de devenir intelligent. Il n'y a aucun point positif à intégrer Si. la communauté de communes des étangs. Non, attendez. Il va falloir, par nature, trouver des points d'intérêt commun. Donc on finira par en trouver. Mais de façon Mais forcée. c'est désolant. Mais c'est désolant d'avoir eu l'option sur la table d'une bonne interco et de se retrouver dans une interco que personne en réalité ne voulait. L'hebdo politique, ces mots qui agitent Il reste du l'actu. temps. Comme chaque semaine avant de se quitter, on s'intéresse dans l'hebdo politique à ces mots qui agitent l'actualité. On les retrouve partout, dans la presse, à la télé et à la radio. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Cette semaine, il s'agit du mot « off ». Le mot off est un mot sacré dans la vie politique. Je veux dire, vous savez, le off, en fin de compte, il démarre un peu à l'école maternelle. C'est lorsque une petite mignonne de 4 ans se penche vers son petit copain de 3 ans et lui glisse à l'oreille « Je te dis ça, mais tu le répètes à personne ». En fait, c'est ça le off. Alors, transmis aujourd'hui en termes politiques, c'est quoi ? Eh bien, ça veut dire que les hommes politiques ont de temps en temps, mais ce qui est vrai pour les hommes politiques l'est aussi d'ailleurs pour les grands dirigeants d'entreprises, de quelque nature que soient ces entreprises. On a besoin de temps en temps de pouvoir dire des choses aux gens. Quand je dis aux gens, je dis à la presse, donc à vous, à d'autres, à tous ceux qui sont des relais d'opinion. On a besoin de pouvoir dire des choses, les expliquer, sans que pour autant on les retranscrive en termes d'opinion publique en disant c'est un tel qui m'a dit ça. Voilà. Le off, c'est ce qui permet d'avoir des explications, voire des informations, sans qu'on puisse dénommer celui qui les a citées. Il a ses vertus. Sa vertu, c'est donc de permettre une explication entre les uns et les autres. Il a aussi ces gens qui le dénigrent, parce que quelque part, c'est un peu peut-être être fuyant que ne pas assumer les propos qu'on tient. Voilà. Il y a du bon et du mauvais comme dans tout. Alors, pendant cette définition du off, je vous ai vu secouer la tête. Est-ce que vous êtes partisan du off ou pas, vous ? Je ne suis pas partisan de l'exposition sur la place publique de l'intime. Bah, là, Voilà. du coup, donc vous êtes pour le off, Non, mais le off qui reste vraiment off, quoi. Pas le off qui sort sur la Oui, place mais alors, publique. il est Mais très du coup, ça, on limité. sait que ça n'existe pas beaucoup. Non, c'est vrai. Moi, je suis un homme, j'espère, à peu près normal. Il y a des choses dont je ne vois pas l'intérêt d'aller les exposer à mes concitoyens. Ça relève de ma vie privée. Maintenant, dans le cadre d'une discussion qui peut prendre un tour presque amical, on peut être conduit à dire des choses. On n'est pas obligé ensuite de les voir répéter. Et pour les journalistes, des petites phrases, des petites informations pour les journalistes, est-ce que... Mais vous adorez ça. Ouais, voilà, justement, est-ce que vous trouvez Que ça... serait votre métier s'il n'y avait pas Non, mais ça ? vous êtes partisan de ça envers les journalistes, pas forcément suis pas le partisan. public en général ? Non, mais écoute, c'est inévitable. Dans une discussion, on peut lâcher un truc. Vous me demandez tout à l'heure ce que je fais en termes de goût, de passion. Je vous dis, je danse. Bon, voilà, maintenant, ce que je fais exactement là-dedans, ça n'intéresse personne. Ça me regarde. Est-ce que ces offs sont finalement représentatifs d'une certaine relation particulière entre les journalistes et les politiques ? Et est-ce que vous trouvez cette relation finalement normale ? Il m'arrive de ne pas la trouver normale. Vous avez Parce que des exemples qui vous ont choqué, peut-être ? Non, je pense surtout à des exemples de pays étrangers. Parce que du coup, quand on n'est pas dans cette espèce de relation trop facile, trop conviviale, ça permet d'avoir des questions même parfois plus embêtantes et plus intéressantes. Est-ce que ça vous gêne, cette relation entre journalistes et les hommes politiques ? Ce qui me gêne, c'est que ça évite que, par exemple, lorsqu'il y a une interview d'un politique, on lui pose de vraies questions qu'on voit posées ailleurs. Je suis surpris de voir la dureté des débats, par exemple, aux États-Unis. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Pierre Le Guérinel d'avoir merci. été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Sensation Yvelines. Je recevrai Bernard Debian, le maire UMP de Saint-Cyr-l'École. Bernard Debain, excusez-moi, le maire de UMP de Saint-Cyr-l'École. Bonne fin de week-end à tous et bonne semaine. L'hebdo politique sur Sensation.